Bonjour mes amis, mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Donc c'est moi, Sandrine, qui est là pour vous ce soir. Donc comme promis, pour le thème du racisme, qui durera pas long, une trentaine de minutes, voire 40 minutes. Je suis désolée pour le thème de la corruption, c'était une sainte catastrophe. La vidéo durant trop longue. J'ai dû décortiquer en plusieurs parties. Et YouTube m'a jarté la partie 4, alors j'ai fait une réclamation, mais en étant vraiment agressive, j'ai dit mais j'accepte pas, il n'y a pas de racisme là-dedans, moi j'ai pas jugé, j'étais tout le long neutre dans ma vidéo de la corruption, alors ils me l'ont remise ensuite, j'espère qu'ils laisseront, parce qu'après dans la description qu'on peut mettre, on peut mettre un petit texte, j'ai laissé comme quoi on pouvait, fallait pas... jarter des vidéos, donc YouTube, hein, qui n'étaient pas censées, dont cela n'était pas censé. Voilà, ben, si vous voulez, on commence directement le sujet, parce que ce soir, je suis un peu plus stressée, il est déjà assez tard. Moi, je dis bonjour, mais c'est le soir, parce que je garde mes neveux, et puis, au cas où il y en a qui se réveillent, ben la vidéo, je devrais vous laisser en plan un petit moment. Donc là, ils dorment bien, donc je vais directement y aller, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai un babyphone derrière, je les entends pleurer s'il y a un petit problème. Donc on commence. Donc le racisme. Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Il se différencie ainsi du racialisme qui, partant du même postulat, ne considère pas les races comme inégales. Cette idéologie peut amener à privilégier une catégorie donnée de personnes par rapport à d'autres. Le Petit Larousse a deux définitions du racisme au sens strict du terme, comme idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, comportement inspiré par cette idéologie, et au sens large du terme comme une attitude d'hostilité répétée, voire systématique, à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Cette hostilité envers une autre appartenance sociale, que la différence soit culturelle, ethnique ou tout simplement due à une couleur de peau, se traduit aussi par des formes de xénophobie ou d'ethnocentrisme. Excusez-moi pour les termes, hein, c'est un peu difficile même sur les alus. Là, j'ai un peu lu, ils sont un peu difficiles à révéler, hein, à répéter, à révéler une deuxième fois. Donc, et d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination, sont considérées comme les délits dans plusieurs pays. Donc malheureusement, bien sûr. Les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences pouvant aller dans les cas extrêmes jusqu'au génocide selon Abraham Maslow et la pyramide de la haine. Ces idées s'appuyaient initialement non sur des faits scientifiques, mais sur la malédiction de Canaan dans le livre de la Genèse et sur la table des peuples qui en dérivent. Selon certains sociologues, le racisme s'inscrit dans une dynamique de domination sociale et à prétexte racial. Le racisme inversé est pour sa part une expression qui use du terme racisme, mais décrit un acte ou un propre venant non des membres d'un groupe social dominant, mais d'un groupe anciennement ou actuellement dominé et sans adhérer aux idées racistes sous-tendant le suprémacisme blanc. Donc pour ma part, je ne suis pas du tout raciste, croyez-moi, pour n'importe quelle race. Moi, j'aime tout le monde, pourvu que la personne soit gentille, qu'elle soit noire, jaune, blanche, chinoise, jaune, hein. Voilà, moi je m'en fiche pourvu que la personne soit gentille et correcte. C'est ça qui compte pour moi. La couleur,
ça n'a pas d'importance. Étymologie. Selon le CNRTL, le mot racisme serait apparu en 1902 alors que le mot raciste daterait de 1892. Selon Charles Maurras, Gaston Méry, pamphlétaire, journaliste collaborateur à la Libre Parole, le journal antisémite et polémiste d'Édouard Dumont est la première personne connue à avoir utilisé le mot raciste en 1894. Toutefois, l'adjectif raciste et le nom racisme ne s'installent dans le vocabulaire général en France qu'à partir des années 1930. Léon Trotsky l'emploie en 1930 dans son histoire de la Révolution russe, avec un sens culturel pour qualifier le groupe des Slaves traditionalistes qui défendaient leur culture et leur mode de vie national. Les deux mots font leur entrée pour la première fois dans le dictionnaire français Larousse en 1932. Je vais pas trop vite, mais voilà, comme vous savez, c'est un petit peu le stress ce soir, mais je suis avec vous, je suis heureuse de vous parler. Idéologie, perception et pratique. La littérature met au XIXe siècle en avant le caractère pluridimensionnel du racisme. On peut distinguer sa dimension conceptuelle et idéologique. Il s'appuie sur des systèmes de discours qui prétendent à la scientificité. Sa dimension perceptive, il constitue un regard, un prisme qui oriente et instruit notre perception de l'autre. Sa dimension pratique, le racisme en acte se manifeste par des actions individuelles, violences, insultes ou des systèmes de domination institutionnalisés. Race en tant que construction sociale. Si la notion de race humaine et le concept du racisme sont parties liées, l'étude de leurs relations nécessite d'opérer une première distinction entre la race en tant que concept biologique et la race en tant que constructivisme social que l'on peut définir comme signe ou un ensemble de signes par lesquels un groupe, une collectivité, un ensemble humain est identifié dans certains contextes historiques précis, cette apparence socialement construite variant suivant les sociétés et les époques. Au cours de l'histoire, les définitions sociales de la race se sont souvent appuyées sur de présupposés caractères de nature biologique. La race, en tant que construction sociale, est cependant devenue largement indépendante des travaux menés sur la classification biologique des êtres humains qui ont montré que la notion de race humaine n'est pas pertinente pour caractériser les différents sous-groupes géographiques de l'espace humain car la variabilité génétique entre individus d'un même sous-groupe est plus importante que la viabilité génétique moyennant entre sous-groupes géographiques. Cette conclusion est cependant contestée par A.W.F. Edwards, qui critique dans son article la diversité génétique humaine. L'erreur de Lewontin, 2003, l'argument présenté en 1972 par Richard Lewontin, The Apportation of Human Diversity, la répartition de la diversité humaine, soutenant que la division de l'humanité des races est taxonomiquement invalide. Le consensus scientifique actuel rejette l'existence d'arguments biologiques qui pourraient légitimer la notion de race reléguée à une représentation arbitraire selon des critères morphologiques, ethnico-sociaux, culturels ou politiques. Cette autonomie se manifeste pleinement depuis la seconde moitié du XXe siècle, où les effets du système de perception raciste perdurent
en dépit d'un usage moins fréquent et malgré le rejet du concept de race par la communauté scientifique. Je bois juste un coup. Hein. Et vous savez aussi pourquoi je me dépêche à cause du nombre de temps que la vidéo doit durer. Si ça va trop long, ben je serai de nouveau embêtée, vous voyez. Donc merci beaucoup de votre compréhension en tout cas. Focalisation. Non, attendez, avant de continuer, sur la focalisation, le racisme, c'est un sujet extrêmement long quand je chope des trucs sur Internet, dans des bouquins. Je pourrais en faire des heures et des heures de texte. Bien sûr, j'ai dû prendre ce qui était le plus important et réduire le sujet en beaucoup plus petit et en essayant de faire une vidéo de 30 à 40 minutes, pas plus. Voilà. Focalisation. Le racisme se fonde sur la focalisation du regard du raciste sur une différence, souvent anatomique. Elle peut être visible, la pigmentation de la peau, mais ne l'est pas nécessairement. Le regard raciste peut exister sans s'appuyer sur différences visuelles évidentes. La littérature antisémite a ainsi abondamment cherché, sans succès, à définir les critères qui pourraient permettre de reconnaître visuellement les Juifs et a finalement dû mettre en avant des différences invisibles, imperceptibles pour l'œil humain. Totalisation. Le racisme associe des caractères physiques à des caractères moraux et culturels. Il constitue un système de perception, une vision syncrétique où tous ces traits sont organiquement liés, en tout cas indistinguables les uns des autres. L'identification des traits physiques ou la reconnaissance du signe distinctif, l'étoile juive par exemple, génère immédiatement chez le racisant, c'est un mot que j'ai appris, hein, chez le racisant, une association avec un système d'idées préconçues. Dans le regard du racisant, l'homme précède ses actes. Si la focalisation du regard raciste rend le corps visé plus visible que les autres, il a donc aussi pour effet de faire disparaître l'individualité derrière la catégorie générale de la race. Essentialisation et limitation. Le raciste considère les propriétés attachées à un groupe comme permanentes et transmissibles, le plus souvent biologiquement. Le regard raciste est une activité de catégorisation et de clôture du groupe sur lui-même. Hiérarchisation. Le racisme s'accompagne souvent d'une péjoration des caractéristiques du groupe visé. Le discours raciste n'est toutefois pas nécessairement péjoratif. Pour Colette Guillaumin, les bonnes caractéristiques font au même titre que les mauvaises caractéristiques partie de l'organisation perceptive raciste, selon cette dame. La phrase « Les Noirs courent vite » constitue aussi un énoncé raciste malgré son apparence améliorative. Le discours raciste peut évoquer la supériorité physique des groupes visés, ainsi la vigueur ou la sensualité des Noirs, pour souligner, par contraste, leur infériorité intellectuelle, les qualités qui leur sont attribuées, l'habilité financière des Juifs par exemple, sont la contrepartie de leur immoralité ou alimentent la crainte de leur pouvoir souterrain. Mais plus encore, au-delà du contenu positif ou négatif, des stéréotypes racistes, l'activité de catégorisation, de totalisation et de limitation de l'individu à des propriétés préconçues n'est en soi pas une activité neutre du point de vue des valeurs. Dans cette perspective, voir et penser le monde social dans les catégories de la race relève déjà d'une attitude raciste. Donc moi, je lis simplement mon exposé que j'ai préparé. Je ne juge pas, je ne critique pas, je suis neutre.
Et comme je vous le dis, moi je ne suis pas raciste. Je lis simplement ce qui est écrit et ce que j'ai un petit peu étudié. Mais tout retenir par cœur, ce n'est pas possible. Origine. Historiens et ethnologues ne sont pas d'accord sur la question de l'origine du racisme. Deux conceptions principales s'opposent à ce propos. La première considère que le racisme est un sous-produit du capitalisme européen en lien avec le colonialisme. La seconde, que différentes formes de racisme se sont succédées au cours de l'histoire en Europe, et ce depuis l'Antiquité. Société prémoderne. Il existait entre les historiens depuis la seconde moitié du XXe siècle un consensus relativement large pour considérer que l'utilisation de la notion du racisme dans l'Antiquité est un anachronisme. En effet, toutes les sociétés antiques et primitives sont, de notre point de vue contemporain, des sociétés racistes et xénophobes. Les anciens Grecs distinguent les peuples de l'Hellade des autres peuples qu'ils appellent barbares. Presque tous les autres peuples antiques avaient la même représentation duale du monde en deux races, les peuples apparentés et les peuples étrangers ou ennemis. Cette opposition entre deux collectifs est ce qui définit le domaine politique et le droit des gens. Parmi les peuples considérés comme étrangers, tous ne sont pourtant pas ennemis. Les relations militaires, commerciales et diplomatiques instituaient des peuples amis, clients, alliés ou invités qui pouvaient être reconsidérés fictivement comme des peuples apparentés. L'utilisation du terme « race » en tant que synonyme intégral de peuple, nationalité, perdure jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ainsi, les œuvres littéraires de Jules Verne abondent de formules stéréotypes comme les Allemands, race industrieuse et organisée, les Français, race romantique et galante, ou les Américains, race entreprenante et dynamique, jusque dans les conversations entre bons amis d'origine différents, sans la moindre intention négative dans l'usage du mot. Désolée, je me broute un peu, je me reprends un peu dans mes mots, parce que je dois faire un peu plus vite, parce que je sens qu'à mes neveux, ne m'en voulez pas, mais je reprends à chaque fois les mots que je lis faux ou bien mal, parce que je me dépêche un petit peu et que je suis un petit peu anxieuse pour mes neveux, mais c'est normal, bon, il y a le babyphone, mais on est tous anxieux, même que je suis pas la maman, c'est normal. Race et parenté. Les structures de parenté, donc les questions de race, sont toujours fondamentales et fondatrices dans la représentation que les peuples antiques ou primitifs ont d'eux-mêmes et des autres peuples. Tout le système d'obligation et de solidarité sociale des sociétés antiques ou primitives est basé sur l'appartenance au groupe familial et à la plus ou moins grande, proximité de parenté. L'affiliation, comme par exemple, on note que celle-ci n'est pas nécessairement biologique, mais peut être la fiction résultant d'une adhésion ou d'une adoption et d'apparentement de convenance. À côté de la société grecque, avec son gène et ses fratries, on trouve des structures politiques claniques chez d'autres peuples, comme les Celtes, avec les notions de peuple apparenté, allié. Voilà. Cette conception dure pendant tout le Moyen-Âge et une partie des temps modernes. La mythologie et les prescriptions religieuses fixent les règles d'exogamie
qui favorise les alliances hors du groupe consanguin tout en interdisant celles avec les membres des peuples étrangers. De ce fait, depuis la plus haute Antiquité jusqu'à ces derniers siècles, les peuples du monde restent extrêmement endogames, qu'ils soient sédentaires et sans contact avec des étrangers ou qu'ils soient au contraire nomades au milieu des peuples étrangers. Dans ce dernier cas, l'identité du groupe est maintenue par des prescriptions sociales ou religieuses interdisant une trop grande proximité de vie et des alliances étrangères qui finiraient par provoquer son assimilation. C'est pourquoi, plus on s'éloigne dans l'histoire, plus on remarque que les peuples qui sont traditionnellement des migrants ou créent une colonie continuent à se marier dans la moitié du génome dont ils se sont détachés et non dans le peuple au milieu duquel ils vivent. Il faut remarquer qu'à ces époques, ces règles concernent l'immigration qui ne se fait pas individuellement, mais comme pour les colonies phéniciennes, grecques ou carthaginoises, par groupe complet capable de recréer ailleurs une nouvelle société identique et fermée. Les questions de guerre et de paix entre les tribus et les peuples ou les peuples débutent par des refus ou des ruptures d'alliances matrimoniales et se terminent par des alliances ou des enchaînements d'alliances entre les lignages des chefs et à partir de la possibilité de relations et d'alliances entre toutes les autres familles. Il importe de préciser que ces prescriptions s'imposent aux groupes, mais pas à des individus isolés ou à des familles désaffiliées. Bon, là, je vous ai mis un petit passage sur la Bible. Le récit biblique fait recommencer l'histoire de l'humanité après le déluge avec les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, dont descendent les 3 lignées qui peuplent les rives de la Méditerranée. La table des peuples de la Genèse donne, avec la descendance à ses 3 frères, l'origine généalogique de tous les peuples de la terre qui sont présentés à la fois comme des peuples généalogiquement distincts et en même temps apparentés. Ce dernier trait, qui rappelle l'unicité du règne humain, le ménogénisme, est une origine qu'on ne trouve pas chez beaucoup de peuples primitifs qui se réservent l'appellation d'homme, rejetant les autres dans le monde animal. La destruction du temple de Jérusalem par Titus, fils de l'empereur Vespasien, c'est qu'il y a une faute, ils ont fait une faute, c'est moi qui l'ai corrigé parce que je connais ce nom, Vespasien, s'accompagne d'une destruction des généalogies qui sera pour le peuple juif la cause de sa dispersion et d'un grand désarroi quant à son identité. Ce genre de représentation généalogique totalisante des différents groupes ethniques connus se retrouve souvent sous la description ethnologique des peuples primitifs. Antiquité gréco-romaine. La conception selon laquelle l'utilisation de la notion de racisme dans l'Antiquité est un anachronisme est remise en question par les travaux de l'historien Benjamin Isaac qui propose la notion de proto-racisme traversant l'Antiquité grecque puis romaine, notion qui relève déjà d'un racisme conceptualisé, fondé sur une argumentation d'allure scientifique qui se veut démonstrative.
La pensée proctoraciste, qui évoluera évidemment au fil des siècles et des déplacements de centres d'influence et de pouvoir, se fondent, selon l'historien, sur deux théories qui ne seront que peu remises en question. D'une part, suivant le traité des airs, des eaux, des lieux datant du 5e siècle avant Jésus-Christ et attribué à Hippocrate. Un placement déterministe des groupes humains basé sur la géographique qui définit des traits de caractère collectif immuables dans une conception qui induit rapidement une hiérarchisation des peuples. Maurice Sartre nuance toutefois le propos, expliquant qu'il existe des conceptions divergentes, voire opposées à cette représentation, citant notamment l'explorateur et historien antique Hérodote ou encore le géographe Strabon, qui montre avec une force tout aussi convaincante les limites de la théorie environnementaliste, dont il ne fait pas usage dans la description qu'il fait des peuples de leurs mœurs. La philosophie chrétienne, on peut dire les deux mœurs ou mœurs. La philosophie chrétienne dès la campagne perçoit quant à lui dans l'attitude païenne, égyptienne, grecque puis romaine, face aux juifs et dans la partition entre hommes libres d'un côté, femmes, enfants et esclaves de l'autre, des classifications biologiques de type raciste. Il convient néanmoins de noter que si les arguments de type raciste ont pu servir à justifier la domination des Grecs et des Romains, ils n'ont jamais débouché sur des politiques d'exploitation ni à fortiori d'extermination. Au contraire, la capacité d'intégration, d'assimilation, voire promotion des étrangers dans l'empire grec-romain, dans un relatif respect de leur culture et de leur tradition est bien connue des histoires. Néanmoins, on peut voir un lien entre le proto-racisme antique et les théories racistes contemporaines dans une commune négation des évidences au profit de théories préconçues dont peu importe le bien fondé scientifique pourvu qu'elles justifient la situation dominante et le statut privilégié d'un groupe. Voilà, c'était le petit message, le petit texte pris d'une Bible. Les mots étaient assez compliqués, donc ne m'en voulez pas. Je pense pas que vous seriez mieux sortis que moi. Malgré que je l'ai lu, franchement, on ne peut pas déchiffrer facilement les mots comme on pourrait le croire. C'est assez difficile. Voilà, donc je continue parce que je vais bientôt arriver à terme de ma vidéo. Hantise du métissage. En 2006, théorisant le mélange humain et le distinguant du métissage à forte connotation racialiste, le philosophe Vincent Cespedes utilise le concept de mixophobie. Mixo égale mélange, phobia égale peur, pour rendre compte de la peur du mélange, fondement psychologiquement du repli des racistes sur leur race opposée aux autres races avec lesquelles ils ne veulent pas se mélanger. Il oppose à ce concept un autre néologisme, la mixophilie, l'amour du mélange. L'un des points fondamentaux d'opposition des doctrinaires racistes